Bonjour à tous. Alors, nous sommes ravis d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet extrêmement intéressant qui est la lead generation dans le monde du B2B. Et donc, je suis très content d'avoir avec moi Étienne pour parler de ce sujet passionnant. Je vais peut-être te laisser te présenter, Étienne, pour l'audience. Merci Fabien pour ton invitation. Étienne Turion, je suis CEO de Webhelp Enterprise, la division dédiée au B2B Sales chez Webhelp. Et donc pour ma part, Fabien Cros, je suis directeur data chez Artefact. Alors si on va déjà parler de notre invité, donc Étienne, et de Webhelp en particulier, est-ce que tu peux nous dire 2-3 mots sur Webhelp? Oui, rapidement, ça fait maintenant 20 ans qu'on gère pour le compte de grandes entreprises leurs relations clients au travers de différents canaux, bien évidemment le téléphone, mais aussi de plus en plus la partie digitale de cette relation. Aujourd'hui, ça représente 70 000 personnes qui sont réparties dans 49 pays, avec un chiffre d'affaires conséquent d'1,7 milliard en 2020. On est le numéro 1 en Europe dans ce métier, avec 80% de l'activité sur la partie B2C. Mais on a développé également un certain nombre de line of business dédiés à des métiers un peu spécifiques. Et ce dont on va parler aujourd'hui, c'est le focus sur la partie B2B Sales. Donc on a créé cette entité Webhelp Enterprise parce que l'activité qui est en fait de générer des revenus pour nos clients nécessite en termes de profil et de management des axes assez différents de ceux qu'on peut avoir sur la partie Customer Care grand public. Donc aujourd'hui, on a 3000 vendeurs répartis dans le monde entier, ce qu'on appelle des remote sales, inside sales. On travaille pour le compte de grands groupes dans l'IT, mais dans d'autres secteurs d'activité, les télécoms, services financiers, l'énergie, etc. Juste un élément important, c'est que ça fait plusieurs années que les entreprises changent leur go-to-market en matière de sales, en faisant glisser progressivement de la vente terrain vers la vente à distance. Et bien évidemment, la pandémie n'a fait qu'accélérer ce process. En fait, notre offre, elle tourne autour de 3 piliers. Le premier, l'historique, c'est la capacité à recruter, manager des vendeurs assis pour le compte de nos clients. Mais depuis 3 ans, on a travaillé sur une offre de valeur en amont de cette expertise vente au travers de 2 canaux. Un qui touche la partie data, qui est clé, ça va être le cœur du sujet aujourd'hui. Et le deuxième élément, c'est qu'aujourd'hui, les clients aiment engager une relation avec un fournisseur par le biais du web. Donc, c'est développer toute la vente digitale avant de mettre en relation l'entreprise avec nos experts de vente. Merci Étienne. Alors Artefact, alors on est extrêmement content d'être avec vous ce matin, puisque que ce soit du côté Webhelp ou du côté Artefact, on a 2 beaux succès français, parce qu'on Webhelp est une entreprise française basée à Paris. Artefact aussi est une entreprise française basée à Paris aussi, internationale, qui a été créée il y a 7 ans par Vincent Luciani et Guillaume de Roquemorel, autour vraiment de la problématique de la data. On s'est rendu compte que la data, comme le disait Étienne, devenait un sujet extrêmement important pour nos clients et qu'il y avait un créneau, une spécialisation à aller chercher. Et donc aujourd'hui, si on regarde Artefact, on est à peu près 900 dans le monde. On est présent dans 14 pays. Alors, on n'a pas encore le scope géographique de Webhelp. J'espère qu'un jour, on l'aura. Mais nos activités, en gros, sont regroupées autour de 3 piliers. C'est ce que vous voyez sur la slide. La partie Data Consulting et Transformation. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, enfin ce matin. Une partie Data Marketing. Donc là, c'est tous les sujets Precision Marketing. Comment utiliser la data pour vos campagnes marketing, donc le bon sujet, au bon moment, à la bonne personne. Et enfin, la dernière activité, qui est une approche end-to-end, puisque c'est notre agence digitale, où là, en fait, on va s'occuper de l'opérationnel pour nos clients. Si on regarde entre guillemets nos propositions de valeur pour Artefact, on a une partie autour de l'intelligence artificielle qui est vraiment un sujet cœur pour Artefact, notamment la partie MLOps. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients ont créé des POC et ont du mal à industrialiser ces POC. Donc cette méthodologie MLOps nous permet vraiment de passer à l'échelle ces cas d'usage AI et ML.
Ensuite, on est à la partie agile. Alors, on reviendra sur cette partie tout à l'heure, puisque la partie prototyping et la partie user story rentrent dans cette approche agile qui nous est chère chez Artefact. Et enfin, notre dernier asset, c'est vraiment nos employés, puisqu'on est en capacité d'avoir vraiment des business consultants, donc des consultants entre guillemets traditionnels, des data scientists qui vont travailler sur nos modèles de machine learning, et enfin des software engineers qui vont passer ces modèles de ML à l'échelle. Et donc aujourd'hui, on est ravis d'avoir Webhelp avec nous ce matin. Mais pour vous donner une idée de notre footprint en termes de clients, aujourd'hui on est sur les plus grandes verticales. Encore une fois, beaucoup d'entreprises françaises qui nous font confiance, notamment des Carrefour, des L'Oréal, des Danone, des Sanofi, des Pierre et Vacances. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance de la data chez nos clients. Et donc l'objectif d'aujourd'hui, c'est de parler de ce cas chez Webhelp. Et donc, Étienne, je vais te laisser parler. Juste un peu de contexte. C'est clair que la data, c'est le carburant pour permettre aux équipes commerciales d'être efficaces sur le terrain. Et moi, j'ai une frustration depuis longtemps, c'est quand je visite nos différents plateaux dans le monde entier, quel que soit l'endroit et la géographie, on est toujours confronté à la même problématique, qui est une problématique de pauvreté des datas qui nous sont transmises. Et donc, un travail important à faire dans un premier temps pour les commerciaux, c'est d'enrichir, de mapper les comptes. Et je préférais que nos commerciaux passent du temps à faire des sales à partir d'un dataset qui soit amélioré par rapport à l'existant. Donc, fort de ce constat, on a travaillé avec plusieurs prestataires dans le monde entier, parce que c'est assez difficile de trouver un prestataire qui a la capacité à vous fournir des datasets sur le monde entier. Certains ont des capacités géographiques sur certains segments de marché, mais avoir une approche holistique, c'est pas évident. Donc, on a testé un certain nombre d'acteurs en France, à l'étranger, pas mal aux US ces 2 dernières années. Et fort en fait de ce constat, de cette demande de plus en plus importante sur le data enrichment, la fourniture de data, on a eu sollicité l'idée de solliciter Artefact pour, dans un premier temps, faire un assessment des différents providers qu'on avait. Et puis, au fil de la discussion avec Fabien, on s'est posé la question de savoir si ça avait du sens de monter notre propre data generation engine, en s'appuyant sur les compétences d'Artefact et aussi sur les compétences de Webhelp, puisqu'on a une filiale qui est dédiée au RPA, à toute la partie développement tech, qui s'appelle PicTech, qui est basée en Roumanie. On a 300 ingénieurs qui sont dans le groupe Webhelp. Et donc, c'est la combinaison de l'expertise d'Artefact et de la capacité de développement de PicTech qu'on a mis en œuvre pour développer ce POC. Et donc là, je pense que vous avez tous vu, on a fait passer un petit sondage qui vous permet de répondre à 2 questions. Donc la première, la qualité de la data est-elle un challenge pour votre entreprise aujourd'hui ? Je vois que déjà certaines personnes ont répondu oui, ça nous conforte dans nos convictions. Et enfin la deuxième, la partie enrichissement de votre base de données prospect client fait-elle partie des chantiers stratégiques pour votre entreprise ? Donc on va peut-être vous laisser quelques minutes pour répondre à ces sondages. Je vois que le nombre augmente, je pense qu'on est tous d'accord. La data est un challenge pour votre entreprise aujourd'hui, ce qui est plutôt une bonne chose puisque ça ouvre beaucoup d'opportunités. On le voit avec Webhelp et puis avec Artefact. Ça nous permet vraiment de lancer des très beaux cas d'usage, aussi en termes de recrutement, d'aller chercher des talents aujourd'hui qui sont extrêmement motivés par ces challenges data. Et on est en train de voir le deuxième sondage. Ah, là, c'est intéressant puisque on est à peu près à moitié oui à court terme et oui à moyen long terme. Donc ça va être c'est très intéressant puisqu'on le voit avec Webhelp. Il y a entre guillemets 2 vitesses. On a besoin d'aller chercher des succès très rapides. Il y a une approche très héroïste à la data. Il y a aussi une approche très moyen long terme où on se dit on est en train de créer des capabilities ou des compétences pour le long terme, pour pouvoir construire des projets ambitieux autour de la data. C'est vrai que la partie fondation est essentielle. On peut faire des
des one-shots, mais la construction d'un engine qui puisse gérer la relation dans le long terme. Avec un certain nombre de clients, il y a eu plein d'expériences qui ont été menées, des data sets qui sont différents suivant les divisions et les organisations. Donc une vision centralisée, holistique est vraiment intéressante de mon point de vue. Parfait. Alors on va peut-être rentrer dans le cœur du sujet. Merci pour votre participation. On voit que les chiffres continuent à monter. Donc on va vous donner un exemple très concret de ce qu'on a pu faire avec Étienne et avec WebHelp. Et cette approche, on l'a fait autour d'une méthodologie qu'on appelle Quick Prototyping. Donc aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire avec nos clients, avec WebHelp, chez Artefact, c'est un petit peu de transformer l'approche consulting et d'aller chercher, en fait, au lieu de délivrer des slides uniquement, qui est l'approche traditionnelle du consulting, aujourd'hui, on va aller vraiment apporter, comme on le disait, des capabilities, des assets digitaux qui vont permettre à nos clients de se transformer et d'apporter de la valeur. Donc, ce qu'on entend par quick prototyping, il faut vraiment imaginer une expérience scientifique où on arrive avec plusieurs hypothèses qu'on veut valider ou amender. Et pour chaque hypothèse, on arrive avec un prototype. Donc, c'est-à-dire qu'on arrive avec une approche. Ça peut être des scripts à coder, ça peut être des lignes de code à produire, ça peut être des user interfaces aussi à produire. Et l'idée, c'est qu'à chaque fois, on va vraiment en fait faire un prototype, donc c'est-à-dire aller faire un vrai go-to-market, aller chercher de la data pour pouvoir vraiment confirmer nos hypothèses. Et donc à la fin du projet, au lieu de rendre un deck de 50 ou 100 slides, on va rendre plutôt des prototypes qui ensuite pourront être utilisés par nos clients. Et notamment, je crois que sur WebHelp, un de nos prototypes est utilisé par une de vos filiales, il me semble. Oui, tout à fait. Une entreprise qui est basée dans les services financiers, qui est basée en Angleterre, qui a utilisé un de vos prototypes actuellement. Cette démarche-là, pour nous, elle est très intéressante parce qu'elle permet de valider immédiatement le concept plutôt qu'avoir un joli storytelling, mais sans réalité concrète derrière. C'est assez rassurant pour nos équipes sur le terrain de pouvoir tester en temps réel les développements qui sont faits. Et donc, si on passe sur la slide suivante en termes de prototypes, pour vous donner plus de détails, donc on avait 4 prototypes autour de, on va dire, 3-4 thématiques. La première qui était vraiment de la génération de leads, où on voulait aller chercher, comme on appelle from scratch, donc à partir de rien, des leads, en tout cas en termes de datasets. On avait une deuxième thématique qui était l'enrichissement de données, où là l'idée en fait c'est d'aller compléter un dataset existant. Et ensuite 2 autres thématiques, une partie sur la partie NLP, on y reviendra tout à l'heure avec Étienne, sur vraiment aller chercher du contexte dans la vente B2B. Et enfin, une dernière partie à partir d'une technologie no-code autour d'une user interface et d'une feedback loop. Ce qui est intéressant sur cette slide, c'est sur la partie internationale et sur le scope, où la volonté de WebHelp était vraiment de se positionner sur des pays particuliers. Je vais peut-être te laisser. Oui, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, Western Europe et les US, on peut avoir des datasets qui sont a priori plutôt efficaces et pertinents. C'est beaucoup plus problématique sur des régions telles que LATAM, APAC, MIE, où les datasets qui sont disponibles sont pas très récents, manquent beaucoup de granularité et nous permettent pas d'aller chercher dans des économies qui sont émergentes et en plein développement. Il y a des pépites qui se créent toutes les semaines, tous les mois, et souvent on découvre ces entreprises qui sont totalement pas dans le focus et dans le radar des sociétés pour lesquelles on travaille. Donc pour nous, ce qui est vraiment clé dans cette approche, c'est de pouvoir avoir un développement, comme je disais tout à l'heure, holistique, c'est-à-dire cette capacité à utiliser cet engine, quelle que soit la géographie, et plus particulièrement sur des géographies sur lesquelles on pense qu'il y a de la source à aller chercher, qui est ignorée aujourd'hui sur le marché. Et donc, une autre valeur à aller chercher autour du quick prototyping, c'est aussi donc, dans le monde tech, il y a toujours une barrière à l'entrée qui est le développement des scripts, le développement des codes.
Et donc, il était extrêmement important avec WebHelp de pouvoir quantifier cette barrière à l'entrée et de pouvoir, à partir des prototypes, anticiper les développements futurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, c'est ce que vous voyez sur le slide aujourd'hui. Il y a toujours la partie step 1, step 2, qui est vraiment la partie définir la méthode. Et ensuite, donc là, on est dans un contexte de RPA, donc Robotic Process Automation, d'automatisation. Et c'était important de pouvoir démontrer à WebHelp que finalement cette barrière d'entrée à partir du second projet devient de moins en moins problématique et que la learning curve permet au énième projet finalement de réduire la step 1, la step 2 à quasiment rien et se focuser sur la partie step 3 qui permet justement d'aller chercher de la valeur et d'aller chercher l'output très rapidement. Surtout dans un contexte pour WebHelp où il y a des multitudes de projets sur des régions différentes. L'idée, c'est de capitaliser justement sur ces prototypes, sur ces scripts, sur cette automation pour aller chercher des datasets, que ce soit de l'enrichissement ou que ce soit des nouvelles leads. Et donc, un point intéressant, peut-être que, Étienne, je vais te laisser parler peut-être plus du contexte pour ce prototype-là, d'aller chercher des signaux faibles. Oui, tout à fait. Alors, ce qui nous intéresse, le premier élément qu'on va chercher dans ces datasets, c'est bien évidemment la taxonomie des entreprises, donc récupérer les données essentielles de contacts téléphoniques, de dirigeants, de faire des mappings sur les comptes. Mais la démarche qui nous intéresse, c'est de comprendre quels pourraient être des déclencheurs d'achat. Et donc, on va aller chercher des signaux faibles, qui sont des signaux publics, totalement, qui vont nous permettre de targeter plus précisément un certain nombre de sociétés sur lesquelles on pense qu'il y a du potentiel. Ces signaux faibles, ça peut être une croissance accélérée du chiffre d'affaires, ça peut être le recrutement de personnes dans l'entreprise avec les job ads qui sont postés sur les sites. Si je suis constructeur de PC bien dans le secteur des services, ça peut m'intéresser d'avoir cette donnée-là, elle sera pertinente. Donc là, vous avez un exemple, par exemple, sur un fournisseur de cartes de cartes carburant. Donc on va aller chercher toute une série d'éléments et de keywords qui vont nous permettre d'aller enrichir le dataset. Donc on définit les personas en amont avec l'entreprise cliente. Quels sont, selon votre point de vue, les signaux faibles qu'on devrait aller chercher pour enrichir notre dataset? Et c'est cette démarche qu'Artefact nous a permis de faire en utilisant le NLP. Et donc c'est là on s'est beaucoup amusé sur ce prototype puisque on a utilisé un algorithme open source qui était du TextRank pour vraiment aller chercher de la valeur. Donc là c'est un exemple que vous pouvez voir à l'écran où les outputs sont extrêmement intéressants et on a déjà défini les prochaines étapes avec l'utilisation de TF-IDF. On a d'autres aussi algorithmes qu'on peut développer de notre côté pour aller chercher encore plus de valeur et être de plus en plus pertinent. Donc là, pour le coup, on a utilisé le NLP, mais on est en train de réfléchir à utiliser du NLU pour aller, en plus que finalement récolter de la data et la mettre en ordre, d'aller apporter, on va dire, un layer de compréhension de ces mots et de ces concepts pour pouvoir donner de la valeur aux inside sales de WebHelp. Et ensuite, sur la partie, donc le quatrième prototype, là on a une conviction extrêmement forte sur la partie no-code. Puisque aujourd'hui, que ce soit WebHelp ou Artefact, on a énormément de difficultés à recruter des développeurs, des software engineers. Donc la partie no-code et low-code nous permet finalement de créer des interfaces web, de créer des interfaces utilisateurs qui nous permettent de créer ce qu'on appelle une feedback loop, puisque en fait dans la partie machine learning, tout particulièrement dans le monde du B2B, on a des volumes de données qui sont bien moindres si l'on compare le monde du B2C. Donc il est extrêmement important finalement d'enrichir nos algorithmes de machine learning avec de la data fraîche et la plus récurrente possible. Et c'est ce qui nous a permis, c'est cette approche qui nous a permis finalement d'aller récupérer l'information auprès des employés WebHelp, de pouvoir la récupérer, la traiter, la stocker et ensuite de venir nourrir nos algorithmes de machine learning. Et donc on l'a fait sur Power Apps, puisque WebHelp est un partenaire Microsoft. Et c'était vraiment, on va dire, un différenciateur pour le projet, cette partie feedback loop. Je ne sais pas si tu veux rajouter. On voit tellement d'entreprises qui fonctionnent en silo entre la partie marketing et sales déjà.
l'un reprochant à l'autre la qualité des leads, l'autre reprochant à l'un de ne pas en fournir assez. Et c'est vrai que ces interactions entre la partie data, la partie marketing et la partie sales, si les sales ne peuvent pas donner leur point de vue sur l'accuracy des data, sur le fait que ça a permis une meilleure conversion, et de pouvoir utiliser cette donnée dans l'enrichissement du machine learning, c'est un point totalement clé pour nous, d'avoir vraiment cette vision de bout en bout. En effet, et donc bon, on n'a pas besoin de regarder la vidéo. Je pense qu'un point qui est important finalement sur cette vidéo, et je pense que c'est quelque chose, on en avait parlé Étienne, c'est que sur cette partie low-code, no-code, ce qui est ultra important, c'est d'avoir une approche agile et d'être user-centric. Et c'est ce qu'on a fait avec l'équipe WebHelp déjà, puisque Étienne nous a permis finalement d'être en lien avec ces équipes très tôt dans le projet. Et on a pu aller chercher ce qu'on appelle des epics et des user stories, vraiment du end-user, ce qui nous permet de développer finalement notre user interface à partir de choses très concrètes. Et en plus, on travaille dans une itération récurrente, ce qui nous permet finalement d'enrichir notre user interface continuellement avec des feedbacks clients. Et ça nous permet donc d'avoir de plus en plus de data qui va améliorer notre accuracy de notre modèle, mais ça va aussi aider les end-users à avoir de plus en plus de valeur et à orienter finalement nos devs vers les bonnes informations. Et typiquement, on peut le voir sur l'écran. L'idée, c'est de pouvoir flaguer les datas qui apportent le plus de valeur dans la conversion, qui nous permet ensuite en fait, de se focaliser sur ces datas-là dans le futur. Parce que même si le moteur peut être central et utilisé pour l'ensemble des géographies et des segments de marché qu'on adresse, en fait, il y a beaucoup de spécificités locales et par typologie de société qu'on va chercher. Donc, c'est vraiment intéressant d'avoir ces retours en temps réel de la part des équipes commerciales. Donc, ce qui nous emmène finalement, donc voilà, c'était l'approche un peu quick prototyping pour apporter de la valeur, et l'output finalement du projet, ça va être cette solution qu'on a nommée le WebHelp Data Generation Engine, où là vous pouvez le voir, en fait c'est encapsulé dans une plateforme cloud, Azure en l'occurrence, et on part donc de gauche à droite, où chaque projet basé sur on va dire sur son approche locale et sur ses besoins locaux, va formuler des requirements. On va pouvoir collecter tous ces requirements dans notre user interface, donc basé sur du low-code, no-code avec Power App. Ensuite, à partir de cette user interface, on va pouvoir finalement orienter ces demandes dans notre Lead Solution Engine, qui va automatiquement recommander la meilleure approche. Et donc, dans notre cas, avec WebHelp, on a plusieurs approches. On peut utiliser du RPA, on peut utiliser directement une connexion avec des API, et on peut surtout utiliser un écosystème de partenaires. Comme le disait Étienne tout à l'heure, on a de plus en plus de pépites qui se créent. L'idée, c'est de créer une plateforme qui est modulable et qui est flexible, dans laquelle on peut finalement accueillir de nouveaux entrants assez facilement pour pouvoir leverager leur technologie. Et ensuite, on a une partie de Cloud Function qui nous permet ensuite d'agréger toute la donnée, de faire le quality check et ensuite de renvoyer toute cette data dans un output, dans une user interface qui est soit connectée au CRM, soit directement réenvoyée à l'employé. Et ensuite, comme le disait Étienne, il y a une partie feedback console qui nous permet de collecter tous les besoins clients, tous les red flags des employés WebHelp, qui va venir ensuite enrichir notre Lead Solution Engine. Et donc là, il faut vraiment voir toute la partie machine learning et intelligence artificielle qui est hostée dans la partie Lead Solution Engine, puisque plus on apporte de nouveaux clients, plus on devient intelligent et plus on récupère de la data, et donc plus notre Lead Solution Engine va devenir pertinent et intelligent. Donc il y a un cercle vertueux qui est créé avec cette approche, qui nous permet vraiment de créer un moteur de data pour WebHelp. Et donc cette approche rentre dans la logique finalement de la partie B2B de WebHelp. Tout à fait. En fait, notre obsession, c'est d'améliorer le ROI sur nos activités commerciales, d'optimiser le schéma de vente. Et je pense que cet outil de Data Generation Engine, il permet à chaque stade de la démarche commerciale
d'optimiser la démarche. Parce qu'on a parlé du transfert du data aux sales, mais il y a d'autres éléments dans la partie purement sales qui va être la lead qualification, la création des opportunités, les taux de conversion. Et à chaque étape, on va mesurer l'accuracy de la data qui a été proposée avec le modèle de feedback loop. Donc ça nous permet d'avoir des dashboards et un tracking en fait à chaque étape de la consolidation des ventes, de la performance du dataset. On va peut-être passer aux questions. On a beaucoup parlé. Alors normalement sur votre écran, vous devez voir un sondage où on demande est-ce que cette approche, ce type d'approche end-to-end serait-il pertinent pour votre entreprise industrie? Alors on a déjà une réponse, oui. Bon, c'est plutôt positif. Ouf, heureusement. Donc n'hésitez pas à répondre directement dans votre espace. Je vois le nombre qui augmente. Bon, c'est plutôt intéressant puisque c'est majoritairement oui. Et donc je vois, alors on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir répondre davantage. En tout cas, on voit majoritairement du oui pour le moment. Donc très positif. Et je vois qu'il nous reste 5 minutes. Donc voilà, on s'était engagé à prendre au moins 5 minutes de questions. Alors, qu'est-ce que le RPA? Alors, je vais laisser l'expert parler. De façon, moi qui ne suis pas un ingénieur, en fait, pour moi, c'est répliquer un mode humain au travers d'un process automatique. Donc en clair, on passe beaucoup de temps, et nos vendeurs vont passer beaucoup de temps à aller faire des recherches manuelles sur le web. Et donc on va répliquer ce comportement humain en utilisant des outils automatiques qui vont faire à la place de l'homme la même démarche. Très, très, très bonne définition. Hein, voilà. Le RPA, et on remercie Alexandre qui a mis la définition. Mais voilà, c'est l'automatisation des processus robotisés, en anglais Robotic Process Automation. Et ça permet, il faut vraiment imaginer une espèce de macro Excel, sauf qu'au lieu que ça soit que dans Excel, c'est sur l'ensemble de votre ordinateur. Donc on a plusieurs niveaux dans le RPA. On va dire le niveau 1, c'est du RDA, donc du Robotic Desktop Automation, où là, il faut imaginer, il faut voir en fait un robot utiliser votre souris pour cliquer, ouvrir une application ou un software, rentrer des informations qui sont stockées dans un fichier Excel ou peu importe dans une base de données, prendre des actions. Ensuite, on a vraiment la partie RPA, où là, il faut imaginer plein d'ordinateurs avec des serveurs qui communiquent et qui automatisent des process métiers. Et ensuite, on a même un niveau même supérieur, où là, en fait, ça va être toute une organisation qui va utiliser du RPA pour faire de l'automation. Et donc, on va regarder les autres. Semble faire la même chose. Quelle est la valeur ajoutée perçue par WebHelp? Sur les solutions, donc il y a effectivement des solutions marché. Comme je disais tout à l'heure, on a utilisé un certain nombre. Il y a des points très positifs, mais en fait le problème c'est souvent que ces solutions fonctionnent sur une géographie particulière et pas sur l'ensemble des géographies, où vous donnez un premier niveau d'information sur la data, alors ce qu'on recherche en fait, c'est un niveau de granularité qui est plus intéressant. Donc le constat qu'on a fait, la taxonomie, vous pouvez la voir de façon assez classique, ça dépend encore des zones géographiques, il y en a certaines sur lesquelles c'est plus compliqué. Mais ce qu'on va chercher, c'est des insights, c'est vraiment des éléments marchés qui sont assez fins. Et ça, malheureusement, dans l'écosystème des acteurs qu'on a rencontrés aujourd'hui, il nous manquait certains éléments qui étaient clés pour être plus performants sur nos activités commerciales. Et pour compléter ce point, je pense qu'on le voit bien sur le graphique, hein, la partie écosystème de partenaires. L'idée, c'est aussi de pouvoir jouer le rôle de glue entre ces différents acteurs, puisqu'aujourd'hui, on va avoir beaucoup d'acteurs qui permettent de générer ce type de data ou ce type de dataset, mais il est très difficile finalement de faire du custom-made et de dire je veux ce type de data et en plus je veux l'enrichir avec cette information, surtout quand cette data vient finalement de sources différentes. Donc l'idée, finalement, on ne réinvente pas la roue, on va finalement plugger les acteurs qui font du sens dans la localisation, le pays qui fait du sens, et ensuite on va rajouter par exemple du RPA, une surcouche qui va venir en fait compléter cette dataset.
Donc finalement, on essaie de prendre le meilleur des deux mondes, puisqu'on essaie de standardiser un maximum avec de l'existant, où on va se connecter par des API ou directement avec le partenaire, et ensuite on va rajouter exactement ce que Webhelp et son client en fait, espèrent en termes de data. Puis un élément qui est important aussi pour nous par rapport à l'existence d'acteurs sur le marché, c'est cette notion de feedback loop, c'est-à-dire en fait de rapprocher la fourniture du dataset avec notre expérience de vente. Et quand vous traitez le process de façon, on va dire, à plat, c'est-à-dire que vous avez une fourniture d'un dataset, vous travaillez dessus, puis au bout de 3 mois, 4 mois, vous faites un bilan, là, la feedback loop permet de faire en temps réel un retour sur la pertinence de la data et de réajuster au fil de l'eau. Est-ce qu'on va utiliser plus de RPA, plus de NLP? C'est tout cet enrichissement en temps réel qui nous semble super pertinent. Et donc ensuite, il y a une question sur la durée du design du projet à sa mise en service. Donc ce projet a duré 7 semaines dans son intégralité. Et donc on a eu 5 semaines majoritairement vraiment de quick prototyping. Et ensuite, on a eu 2 semaines où on a mis en place la solution et l'approche. Et ensuite, il faut compter à peu près, là on est en train de discuter avec Webhelp sur une approche à peu près de 6-8 mois pour pouvoir vraiment créer en fait cette capability en interne dans l'écosystème Webhelp, donc pour vous donner une idée. Et ce 6-8 mois, c'est que de l'itération. Donc on a une V0 qui dure 1 mois, ensuite on a une V1 qui dure à peu près 2 mois, et ensuite le reste, c'est une V2, 2.1, 2.2 et 2.3. Il y a un point important dans le prototype et le développement de l'outil, c'est la partie GDPR. Qui est un focus clé aujourd'hui. On sait qu'en Europe, il va y avoir le e-Privacy Act qui arrive à grands pas, et que pour finir, dans les autres géographies, aux US ou en APAC, il y a de plus en plus de prise en compte aussi de ces notions de privacy. Et donc un des éléments clés, et c'était un des sujets aussi qui nous contraignait de temps en temps avec certains fournisseurs de données qui sont moins concernés par la GDPR, c'est qu'on a besoin de traquer, de collecter et de pouvoir stopper à tout moment l'enrichissement de ces données pour respecter les contraintes de la loi européenne. Parfait, je pense qu'on est arrivé à la fin. En tout cas, un grand merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et merci Étienne d'être venu. Et on vous dit à très bientôt.